Bonjour, je suis Alice, et même si de nombreuses années se sont écoulées depuis que cet homme m'a brisé le cœur, aujourd'hui, pour la première fois, je ressens le besoin de parler, de tout raconter, de libérer ce qui m'a tourmenté pendant des décennies, car cette blessure, bien qu'apparemment refermée, continue de faire mal chaque fois que quelqu'un prononce son nom. Et maintenant, il est revenu. Après tout ce temps, Marc est de retour et il est venu les yeux baissés, la voix tremblante, suppliant pardon. C'était il y a à peine une semaine. J'étais dans la cuisine en train de préparer un café comme chaque matin. La radio était allumée. On entendait un vieux boléro de Los Panchos, ces chansons qui me transportent vers des temps plus simples. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. J'ai pensé que c'était l'un de mes petits-enfants ou peut-être ma voisine Rosalie qui vient toujours chercher du sucre. Mais en ouvrant la porte, mon monde s'est figé. C'était lui, Marc. Pendant un instant, j'ai eu l'impression que l'air m'échappait. Mon cœur s'est arrêté, incapable de décider s'il devait battre par surprise, par colère ou par peur. Il était là, immobile, comme si le temps ne lui avait rien pardonné. Sa peau marquée par le soleil, ses cheveux complètement blancs, la barbe négligée, les yeux enfoncés. Il portait une chemise usée, un vieux pantalon et un sac à dos accroché à l'épaule. Ce n'était pas le même homme qui était parti, mais je savais parfaitement qui il était. « Ah !» a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. J'ai senti mes jambes trembler, les souvenirs affluer. J'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour ne pas tomber. À l'intérieur, 1000 émotions m'ont secoué comme un ouragan. Haine, tristesse, surprise, honte et, même si j'ai du mal à l'admettre, une petite pincée de compassion. « Je ne viens pas te déranger, » a-t-il continué. « Je voulais juste te voir, te parler, te demander pardon. » Ce mot, pardon, résonnait dans mon esprit comme une moquerie. Après tant d'années, après m'avoir laissé avec 5 enfants en bas âge, sans un sou, sans donner d'explication, après d'innombrables jours de larmes, des mois sans pouvoir dormir et des années de travail épuisant juste pour les nourrir, maintenant, il cherche pardon. Mais je n'ai pas fermé la porte. Fermé, là. Non, car dans ses yeux, j'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas le même Marc vaniteux, distant, sûr de lui. Cet homme se montrait brisé, malade et seul. Je lui ai demandé d'attendre dehors pendant que je reprenais mes esprits. Je suis allée à la cuisine, je me suis servi une autre tasse de café et j'ai réalisé que mes mains tremblaient tellement que j'en ai renversé un peu sur la table. J'ai respiré profondément. Mes enfants étaient tous adultes maintenant, chacun avec sa vie, sa maison et sa famille. Mais je continuais à vivre dans la même maison où je l'ai vu partir un matin sans dire au revoir. Cette maison abritait tous nos fantômes et maintenant, l'un d'eux était revenu sous forme de chair et d'os. Je suis retournée à la porte et je lui ai dit d'entrer. Il s'est assis dans le salon où, à peine quelques heures auparavant, ma petite fille Sophie jouait avec ses poupées. Je lui ai offert du café plus par habitude que par envie. Alors, il a commencé à parler. Il m'a raconté qu'il avait vécu dans le nord, à Tijuana, qu'après être parti, il avait été avec une autre femme pendant quelques années, mais que les choses ne s'étaient pas déroulées comme il l'espérait, qu'il avait tout perdu, qu'il était tombé malade, qu'il se sentait seul, qu'il avait pensé à nous, à moi, et qu'il avait décidé de revenir. « Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, » a-t-il dit, « mais j'avais besoin de te voir, de savoir si un jour tu pourrais me pardonner. » Je l'ai fixé du regard et je ne savais pas quoi répondre, car à cet instant, tout ce que j'avais chéri pendant des années, toute cette rancœur, cette colère, cette douleur n'a pas disparu, mais cela ne m'a pas non plus poussé à le jeter à la porte. Je me suis retrouvée pour la première fois depuis des décennies, sans savoir quelle direction prendre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée assise sur le lit avec une photo de mes enfants quand ils étaient petits. Nous l'avions prise à Noël, quelques semaines après son départ.
tous avec des visages tristes, des vêtements rapiécés, pendant que j'essayais de sourire pour qu'ils ne ressentent pas que je m'effondrais de l'intérieur. Je me suis rappelé ces moments où nous n'avions même pas de haricots, les jours où je m'épuisais à laver des vêtements des autres, vendant des tamales, faisant tout ce qu'il fallait pour mes enfants. Et lui dans un autre endroit, vivant une autre vie, pendant que nous nous effondrions de l'intérieur. J'ai pensé à mes enfants. Certains ne veulent même plus entendre son nom. D'autres affirment qu'ils s'en fichent, mais tous portent une blessure qu'il a laissée. Quel droit a-t-il maintenant de revenir? Que cherche-t-il vraiment la rédemption? Un endroit où il peut mourir en paix. Cette nuit-là, je me suis observée dans le miroir. Les rides sur mon visage, les cheveux gris, les cernes, tout était un reflet de ce que j'avais vécu. Mais j'ai aussi vu une femme forte, une femme qui ne s'est jamais rendue. Et ça je ne le dois pas à lui, je le dois à moi-même et à mes enfants. Le lendemain, je lui ai dit qu'il pouvait rester quelques jours chez moi, dans la chambre arrière, le temps de décider où aller, mais que je n'attendais rien de lui, ni tendresse, ni compassion, ni pardon, du moins pas pour l'instant. C'est ainsi que cette nouvelle étape a commencé, une phase que je n'avais jamais imaginée, où le passé frappe à la porte et exige d'être entendu, où le cœur qui semblait endurci commence à battre avec un mélange de colère et de tendresse, où moi, Alice, je dois décider si je suis capable de pardonner à l'homme qui m'a blessée. Et c'est compliqué. Si aujourd'hui Marc me cause tant de confusion, ce n'est pas seulement à cause de ce qu'il m'a fait, mais aussi de tout ce que nous avons partagé un jour. Car même si j'ai du mal à l'admettre maintenant, je l'ai aimé de tout mon être. Et quand je dis tout, je ne le dis pas à la légère. Je l'ai aimé avec cette intensité que l'on ressent une fois dans sa vie, avec cette innocence que l'on a seulement quand on croit que l'amour peut tout, guérit tout, pardonne tout. Nous nous sommes rencontrés à San Miguel d'Allende, un village vibrant avec des rues pavées et des ciels qui semblent peints. J'avais à peine 18 ans et je travaillais dans une boulangerie. Marc venait chaque matin acheter des bolilos, toujours avec son chapeau légèrement incliné et les mains couvertes de terre. Il était aide sur un ranch voisin et avait un sourire qui semblait défier le monde. Tout le monde ne le considérait pas comme séduisant, mais il avait une façon de te regarder qui te faisait te sentir spécial. La première fois qu'il m'a parlé, c'était pour me demander mon nom. La deuxième fois, il m'a invité à déguster une glace sur la place. Et à la troisième occasion, je n'ai pas pu résister. Nous sommes tombés amoureux rapidement, comme le font souvent les jeunes, sans penser aux conséquences ni à l'avenir. Nous nous sommes mariés l'année suivante lors d'une simple célébration à l'église du village. Mes parents n'étaient pas tout à fait convaincus. Ils disaient que Marc était instable, qu'il manquait de travail fixe, mais je le défendais de toutes mes forces. Peu importe si nous étions pauvres, tant que nous étions ensemble, disais-je, avec la conviction de ceux qui croient que l'amour est tout. Peu de temps après, notre première fille, Claire, est née. Ensuite sont venus Étienne, Gabriel, Marianne et enfin Didier. 5 au total, chacun avec ses propres caractéristiques et défis, mais tous issus du même amour. Nous résidions dans une maison humble, construite peu à peu de nos mains. Script texte. Marc travaillait dur du matin au soir, faisant tout ce qu'il pouvait, maçon, manœuvre, ramasseur. Moi, je vendais des tortillas, lavais le linge des autres et préparais des tamalés le week-end. C'était des temps difficiles, oui, mais il y avait de l'amour. Je me souviens des soirées où nous nous réunissions tous dans le patio, partageant une casserole d'atoll et du pain sucré. Les enfants jouaient, Marc racontait des blagues nulles, et moi je coiffais les filles pendant que nous écoutions les histoires d'un voisin qui avait travaillé aux États-Unis. Nous rêvions d'un avenir meilleur, d'envoyer les enfants à l'école, d'acheter un terrain plus grand et d'ouvrir un magasin, même si je me rappelle aussi des premiers signes de problèmes. Marc commençait à rentrer plus tard. Il affirmait avoir trouvé du travail en ville et qu'il restait avec des amis. Parfois, il revenait avec l'odeur de l'alcool, parfois il rapportait de l'argent et d'autres fois non. Je voulais lui faire confiance.
Je m'accrochais à l'idée qu'il faisait tout cela pour nous, mais au fond de moi, quelque chose commençait à s'agiter. Quelque chose me murmurait que je le perdais. Quand je lui posais des questions, il s'énervait. « Tu n'as donc pas confiance en moi ?» disait-il avec un regard sévère. Et je restais silencieuse parce que je ne voulais pas discuter, parce que j'étais déjà épuisée, parce que j'avais 5 bouches à nourrir et 1000 problèmes à résoudre avant d'affronter l'homme que j'aimais encore. Je ne voulais pas confronter la réalité. Je préférais croire que ce n'était que des phases, qu'avec le temps, les choses s'amélioreraient, que Marc redeviendrait l'homme qui me faisait rire, qui me serrait dans ses bras la nuit, qui jouait avec ses enfants dans le patio. Je m'accrochais à cette vision, j'en avais besoin pour avancer, mais malgré cela, quelque chose en moi commençait à s'éteindre. Les enfants demandaient après lui. Ils voulaient comprendre pourquoi papa ne revenait pas. Pourquoi il ne racontait plus d'histoires? Pourquoi il ne les emmenait plus à la rivière le dimanche? J'inventais des excuses, qu'il travaillait beaucoup, qu'il les aimait, qu'il reviendrait bientôt jouer avec eux, mais chaque mensonge que je disais devenait un poids supplémentaire sur mon âme. Il y a eu une nuit, je m'en souviens comme si c'était hier, où je me suis assise par terre dans la chambre, Didier dans les bras, pleurant d'épuisement. Je n'avais pas de couche, pas de lait, et Marc n'était pas rentré depuis 3 jours. Je n'avais personne à qui me confier. Mes parents étaient déjà décédés, mes sœurs vivaient loin et faisaient aussi face à leur propre lutte. Je pleurais en silence pour ne pas réveiller les autres, et au milieu de ces larmes, je me demandais si c'était vraiment de l'amour, si ça valait la peine de continuer à attendre. Malgré tout, je le défendais devant tout le monde. Même quand ma voisine Letty m'a dit qu'elle l'avait vu avec une autre femme en ville, même quand les rumeurs ont commencé à se répandre, je fermais les oreilles. Je me disais que les gens ne voulaient que faire du mal, que Marc n'était pas capable de quelque chose de tel, qu'un jour il rentrerait à la maison, nous embrasserait tous et me demanderait pardon pour son absence. Mais ce jour n'est jamais arrivé et, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à m'habituer à son absence, à dormir seule, à prendre des décisions seule, à porter tout le poids sur mes épaules. Je suis devenue mère, père, infirmière et enseignante, le tout en même temps, sans soutien, sans amour, sans réconfort. Et maintenant qu'il est à nouveau devant moi, assis dans la pièce du fond comme un étranger, je ne peux m'empêcher de me souvenir de tout cela. Pas comme si c'était un film triste, mais comme une expérience réelle de ma vie, vécue avec douleur et fierté, car même si j'ai été brisée, j'ai aussi réussi à me reconstruire. Et cela, il ne le comprendra jamais pleinement. J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, même si je résistais à l'admettre. Il existe une intuition que nous avons, nous les femmes, quand l'amour commence à s'effacer, quand les regards ne sont plus les mêmes, quand les silences pèsent plus que les mots. Mais ayant 5 enfants, je ne pouvais pas me permettre d'écouter cette voix intérieure. Je l'ai ignorée, je l'ai réprimée, car accepter la vérité serait comme me rendre, et je ne pouvais pas me permettre ça. Le jour où Marc est parti, il n'y a eu ni dispute, ni cri, ni claquement de porte. C'était pire. Il n'y a eu que du silence. Je me souviens que c'était un matin comme un autre. Le coq a chanté avant l'aube. Les enfants se préparaient à aller à l'école et moi, je faisais des sandwichs. Marc était resté à la maison cette nuit-là après une semaine d'absence et je pensais que peut-être les choses allaient commencer à s'améliorer, qu'enfin il avait compris, qu'il avait peut-être entendu mes supplications silencieuses. Je me suis trompée. En pliant les t-shirts d'Étienne et de Gabriel, j'ai trouvé une note sur la table, un papier froissé, écrit d'une écriture maladroite. Juste 3 lignes. Alice, je m'en vais. Ne me cherche pas. Prends soin des enfants. Désolée. Les mots m'ont frappée comme si quelqu'un m'avait giflé. Je suis restée paralysée avec la note tremblant entre mes mains, tandis que le monde autour de moi continuait de tourner. Marianne m'a demandé si elle pouvait déjà mettre ses chaussures. Claire cherchait son sac à dos et je n'arrêtais pas de relire ces lignes encore et encore, sans réussir à comprendre.
Je suis partie ainsi, sans un mot, sans explication, sans regard direct. Mon cœur s'est enfoncé, mais j'ai retenu mes larmes, pas devant les enfants. J'ai avalé ma salive, j'ai rangé la note dans mon tablier et j'ai dessiné un sourire douloureux sur mon visage. « Dépêchez-vous les enfants, sinon il sera trop tard », ai-je dit d'un ton indifférent, tandis qu'à l'intérieur, je sentais que quelque chose se déchirait. Cela a été la première grande désillusion, car suspecter c'est une chose, mais confirmer que l'homme à qui j'avais tout donné était parti sans se retourner en est une autre. Les heures passaient, et j'espérais que tout cela n'était qu'une mauvaise blague, qu'il apparaîtrait en fin de journée en disant qu'il avait fait une erreur et qu'il ne pouvait pas vivre sans nous. Mais cela ne s'est pas produit. Cette nuit-là, j'ai dormi seule, et la nuit suivante aussi. Le lendemain, j'ai commencé à poser des questions. Je suis allée à l'atelier où il travaillait autrefois, mais personne ne savait rien ou ne voulait me le dire. J'ai demandé à son frère, avec qui nous parlions à peine. « Je ne sais rien, Alice. Marc est comme ça. Il ne se laisse pas trouver s'il ne le souhaite pas. » Cette phrase a résonné dans ma poitrine. Avec le temps, des rumeurs ont commencé à circuler. On l'avait vu à Querétaro. Il était avec une femme plus jeune. Il avait laissé derrière lui une autre famille. Il s'était mis dans des problèmes. Je ne savais pas quoi croire. Je ne voulais rien accepter. Les enfants questionnaient. « Où est papa? Quand revient-il? Nous a-t-il abandonnés ?» Chaque question était comme un poignard. Au début, j'inventais des justifications. Mais mentir, ce n'est pas possible indéfiniment. Un jour, Claire, à peine âgée de 12 ans, me murmura « Maman, il ne faut plus l'attendre, il ne reviendra pas. » Et j'ai ressenti de la honte en me rendant compte qu'une enfant avait compris avant moi. La colère est venue ensuite. Au fil des mois, et en confirmant qu'il ne reviendrait pas, je me suis mise en colère contre lui, contre moi-même, contre Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi mes enfants? Qu'avions-nous fait pour mériter autant d'abandon? J'ai déchiré la seule photo de notre mariage. J'ai sorti ses vêtements de l'armoire et je les ai donnés. Chaque objet laissé derrière était un rappel du vide qu'il avait créé. Mais ce sentiment d'absence persistait, car ce n'était pas seulement l'homme qui était parti, c'était le compagnon, le père et le pourvoyeur. Le rêve d'une famille unie s'était évaporé et m'avait laissé avec 5 enfants qui ne comprenaient pas, qui pleuraient la nuit, qui faisaient semblant d'aller bien pour ne pas m'angoisser. Didier, le plus petit, a cessé de parler pendant des semaines et faisait pipi au lit. Marianne est devenue réticente à socialiser et Étienne a commencé à se battre à l'école. J'essayais de rester calme, mais je me décomposais de l'intérieur. La plus grande déception n'était pas son départ, mais le fait qu'il n'est jamais revenu, qu'il ne s'est jamais intéressé à ses enfants, qu'il n'a pas envoyé d'argent, ni écrit une lettre, rien du tout. C'était comme s'il n'avait jamais existé, comme si nous avions été un chapitre oublié dans sa vie. Pourtant, je me levais chaque matin, préparais des petits déjeuners, faisais des comptes et cherchais un emploi, car s'il nous avait abandonnés, je ne pouvais pas faire de même. Je ne pouvais pas me permettre de tomber. J'avais 5 raisons de rester debout. Cela a marqué le véritable début de ma solitude, lorsque j'ai compris que je n'étais plus une épouse, que je ne pouvais attendre personne, que ma seule responsabilité dans la vie était de prendre soin de mes enfants, avec le cœur en miettes et l'âme épuisée. Ainsi, la plus profonde déception est devenue ma nouvelle normalité, un point de non-retour, la mort de l'espoir. Pendant des mois, j'ai vécu entre 2 mondes, celui de la dure réalité qui me frappait chaque jour et celui de la foi obstinée qui refusait de mourir. Car même si Marc était parti, je me réveillais toujours en espérant entendre le bruit de la porte qui s'ouvrait. Parfois, je mettais même une assiette supplémentaire sur la table sans m'en rendre compte, ou je gardais des tortillas en trop au cas où il arriverait en retard. Je m'accrochais à de petites routines qui me faisaient croire que son absence serait temporaire. C'était comme vivre dans une épaisse brume. Je me déplaçais par inertie, élevant les enfants. Je les emmenais à l'école,
allais au fleuve pour laver le linge ou nettoyer des maisons d'autres personnes, je cuisinais, cousais, grondais et pleurais dans la salle de bain pour que personne ne m'entende. Je me répétais que j'allais bien, que je pouvais tout gérer et que je n'avais pas besoin de Marc. C'était un mensonge que je me racontais pour survivre, car il y avait des nuits où je m'enveloppais dans sa vieille chemise, la seule que je n'avais pas réussi à jeter, et je m'endormais en inhalant un parfum qui n'était plus là. Il y avait des jours où je m'asseyais sur le banc devant la maison, observant la rue, imaginant qu'il apparaîtrait en marchant comme il le faisait, avec ce pas sûr et ce sourire qui m'avaient tant charmé. Mes enfants ont commencé à percevoir cette déconnexion. Claire, toujours si mûre pour son âge, me regardait avec compassion. Elle ne disait rien, mais je savais qu'elle comprenait. Étienne, d'autre part, est devenu rebelle. Je me blâmais pour tout. Une fois, il m'a crié « Si tu avais été une meilleure épouse, il ne serait pas parti. » Cette phrase m'a profondément blessée. Je ne lui ai pas répondu. Que pouvais-je lui dire? Je ne savais même pas si j'avais tort. Au fond de moi, je ressentais de la culpabilité. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. Je l'avais négligé. J'avais été trop exigeante, froide, fauchée, vieillissante. Je me torturais à chercher des réponses là où il n'y en avait pas. Chaque jour était une lutte entre la raison et le cœur. La raison me disait qu'il était parti de son plein gré, qu'il avait choisi de ne pas être là. Mais mon cœur insistait pour dire qu'il devait y avoir une justification, une raison puissante, une force qui l'avait éloigné contre son gré. J'ai même commencé à penser qu'il avait peut-être été enlevé, que quelque chose de terrible lui était arrivé. Une partie de moi préférait s'accrocher à ça plutôt qu'accepter la vérité, qu'il nous avait simplement abandonnés. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il avait plu toute la journée et le toit fuyait. Le pleur de Didier m'a réveillée. Il tremblait parce que son matelas était mouillé. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré fort et en le berçant, je lui ai chanté une chanson de berceuse que Marc avait l'habitude de lui chanter. À la fin, Didier m'a regardé avec ses yeux pleins de tristesse et m'a demandé « Est-ce que papa ne m'aime plus ?» À cet instant, je me suis brisée. Je ne pouvais plus le supporter. Je suis allée aux toilettes, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré comme une enfant. J'ai crié en silence, j'ai frappé le mur et j'ai couvert ma bouche avec mes mains pour que personne ne m'entende. Ce fut une catharsis, la libération de tout ce que j'avais amassé. Pas seulement la tristesse, mais aussi la peur, la colère, la frustration, l'impuissance. Cette nuit-là, pour la première fois, je me suis permis de ressentir tout ce que j'avais réprimé. Mais au matin suivant, je me suis levée avec les yeux gonflés et l'âme brisée. Pourtant, je continuais à me lever, à garder les apparences. Je continuais de dire aux enfants que papa était loin pour le travail, qu'il enverrait bientôt quelque chose, qu'il les aimait et qu'il leur manquait. Des mensonges bienveillants, car je ne savais pas comment leur dire la vérité, étant donné que moi-même je n'étais pas prête à l'accepter. Le déni était ma protection. Il me préservait de la douleur absolue et m'aidait à rester debout quand tout autour de moi s'effondrait. Car accepter la réalité que l'homme que j'aimais avait décidé de partir sans regarder en arrière était quelque chose que je ne pouvais encore supporter. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu ainsi, entre silence, pleurs cachés et souvenirs qui m'assaillaient quand je m'y attendais le moins. Je m'accrochais à de vieilles photos, à des lettres anciennes et aux objets qu'il avait laissés derrière lui. Je les gardais dans une boîte sous mon lit, comme si cela pouvait me rapprocher de lui, comme si je pouvais figer le temps. Mais le temps ne pardonne pas. Mes enfants grandissaient, les factures s'accumulaient, la fatigue me rongeait et peu à peu le refus commença à s'effondrer. Non pas parce que je le voulais, mais parce que la vie ne permet pas de se mentir éternellement. Un jour, je trouvai la boîte avec ses affaires, imprégnée par une fuite d'eau. Les lettres étaient effacées et les photos abîmées. C'était comme un signe, comme si l'univers me disait « C'est fini, lâche prise ». Et je compris que même si je ne l'acceptais pas encore complètement, je devais commencer à le faire. Je devais avancer, malgré la douleur et l'incertitude quant à la façon d'y parvenir,
car mes enfants avaient besoin de moi, car moi aussi j'avais besoin de moi, et parce qu'ils ne reviendraient pas. Avec le temps, le déni devint insoutenable. Il n'y avait plus de place pour les illusions ni les excuses. Marc ne reviendrait pas. Je le suis avec certitude ce matin-là, où Marianne tomba gravement malade et où je passai 3 jours sans dormir, priant à ses côtés, demandant de l'aide. Et lui n'était pas là, il n'y avait personne d'autre, juste moi faisant face à la peur, à la misère et à une solitude qui s'accrochait à mon être comme le froid hivernal. Quand une femme se retrouve seule avec 5 enfants, la vie devient une lutte quotidienne. Il n'y a pas de repos, pas de trêve. Chaque jour présente sa propre bataille. Trouver de la nourriture, payer le loyer, soigner les maladies, supporter des insultes, affronter ceux qui jugent et murmurent, qui pointent du doigt. Voilà celle qui a été abandonnée par son mari, disait-il, comme si j'étais la coupable, comme si la honte m'appartenait. Les premières années se révélèrent être les plus dures. Je me levais avant le lever du soleil pour préparer le petit déjeuner, préparer les enfants et marcher jusqu'au marché où je vendais des tortillas fraîchement faites. Mes mains faisaient mal à force de pétrir, mon dos de porter et mes pieds de marcher. Je ne mangeais qu'une fois par jour pour qu'il y ait assez pour eux. Il y eut des semaines entières où nous n'avions que du riz et des lentilles, et d'autres où même cela. Parfois, je m'asseyais sur le lit le soir, observant mes enfants dormir, me demandant comment avancer, si j'aurais la force de supporter un jour de plus, si un jour nous sortirions de ce trou. Mais en voyant Didier serré contre son vieux ours en peluche, ou Étienne protégeant Claire du froid, cela me donnait une raison de continuer à respirer. L'absence de Marc n'était pas seulement physique, c'était une ombre qui nous enveloppait. Mes enfants lui manquaient, mais ils le détestaient aussi. Parfois, ils en parlaient avec nostalgie, d'autres fois avec ressentiment. Gabriel me demandait souvent pourquoi son papa ne l'avait pas emmené avec lui. Ça lui faisait mal de penser qu'il n'était pas assez précieux pour être choisi. Cette idée l'a accompagné au fil des ans, laissant une profonde empreinte sur son caractère. J'essayais de combler ce vide, m'efforçant d'être mère, père, confidente, modèle à suivre, mais j'étais humaine aussi et il y avait des jours où je ne pouvais tout simplement plus. Un jour, je me suis évanouie en pleine rue. Je ne dormais que 3 heures par nuit, je mangeais ce qu'il restait des enfants, je travaillais dans 2 maisons et je vendais de la nourriture l'après-midi. Je suis tombée immédiatement devant le stand de Madame Mimi. Je me suis réveillée au centre de santé avec une perfusion dans le bras et un médecin me regardant avec une expression grave. « Vous vous faites du mal, madame, » m'a-t-il dit. « Vous devez vous reposer, vous devez vous alimenter. » Et je n'ai pu lâcher qu'un rire amer. « Me reposer? Et qui s'occupera de mes enfants? Vous ?» Le médecin m'a observé en silence. Il savait qu'il n'y avait pas de réponse. Mon corps a commencé à souffrir. Des douleurs constantes sont apparues, une fatigue chronique et une perte de cheveux. Mais la souffrance la plus intense n'était pas physique, c'était cette profonde solitude que j'éprouvais même en compagnie de mes enfants parce que je ne pouvais partager mes sentiments avec personne. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi, ni paraître faible. Ma seule forme de défoulement était d'écrire. J'ai rempli des carnets de lettres que je n'ai jamais envoyées, des lettres adressées à Marc, à Dieu, à moi-même. J'y exprimais tout ce que je taisais pendant la journée. Parfois, j'écrivais à Marc comme s'il était encore là, comme s'il pouvait toujours m'entendre. Aujourd'hui, Didier a appris à lire tout seul. Marianne n'a plus peur de dormir seule. Étienne a cassé une fenêtre, mais il l'a réparée lui-même. Je partageais tout ce qu'il manquait et chaque fois que je fermais un carnet, je sentais un poids s'alléger dans ma poitrine, même si le lendemain, un autre poids s'ajoutait. Les enfants grandissaient et, avec eux, les problèmes aussi. L'adolescence apportait des rébellions, des questions difficiles et des blessures que je ne savais pas comment guérir. Je me sentais coupable de ne pas pouvoir leur en donner plus, de ne pas pouvoir leur acheter de nouvelles chaussures, ni envoyer Claire au concours d'éloquence dans la capitale, car nous n'avions pas l'argent pour le billet,
de ne pas pouvoir empêcher Gabriel de se battre ou Étienne de fumer en cachette. Je voulais simplement leur offrir une vie digne, mais parfois tout ce que je pouvais leur donner, c'était de l'amour, et cela semblait insuffisant. Cependant, il y avait quelque chose en moi qui refusait de céder. Au milieu de cette solitude et de cet épuisement accablant, j'ai commencé à découvrir une force que je ne savais pas posséder. Je suis devenue plus dure, oui, mais aussi beaucoup plus forte. J'ai appris à marchander avec les commerçants, à me défendre contre des hommes abusifs, à réparer des choses à la maison et à faire avancer ma famille avec une pure détermination. Je me suis transformée en une autre femme. Je n'étais plus la Alice amoureuse, mais la Alice qui avait survécu. Même si mon cœur était toujours brisé, même si la solitude me guettait comme une ombre, chaque pas que je faisais était pour mes enfants, parce que s'ils les avaient laissés tomber, je n'avais pas l'intention de le faire. Et ainsi, avec les mains rugueuses, l'âme fatiguée et le regard plus déterminé, j'ai continué. Chaque jour un peu plus loin du passé, chaque jour un peu plus proche de la femme que l'abandon n'a pas réussi à détruire. Il y a eu un moment où, sans savoir pourquoi, je me suis arrêtée devant le miroir de la salle de bain et je ne me suis pas reconnue. J'avais les cheveux ramassés à la hâte, la blouse tachée de pâte, les cernes marquées comme des cicatrices et un regard terne. Ce n'était pas seulement la fatigue, il semblait que la femme reflet n'avait plus d'espoir dans la vie, et cela m'a fait plus de mal que n'importe quel abandon. Parce que moi, Alice, la jeune femme qui rêvait d'avoir sa propre boutique, de voyager un jour et de voir ses enfants réussir, n'existait plus. Elle s'était perdue parmi les tortillas, les larmes, les silences et les dettes impayées. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas changer le passé, je ne pouvais pas ramener Marc, et même si je le pouvais, je ne le voulais plus. Mais j'avais la capacité de changer mon présent. Ce n'était pas pour lui, ni même pour mes enfants, c'était pour moi, parce que je le méritais, parce que j'avais besoin de quelque chose de plus que d'exister. Je méritais de vivre pleinement. J'ai commencé avec quelque chose de simple. Je me suis inscrite à un atelier de couture proposé par la paroisse. Au début, j'avais des doutes, je me sentais ridicule, trop âgée, hors de place. Mais Madame Mathilde, qui était en charge, m'a accueillie avec un sourire bienveillant et des mots que je n'oublierai jamais. Il n'est jamais trop tard pour recommencer, Alice, jamais. J'y ai rencontré d'autres femmes ayant des vécus similaires aux miens, certaines veuves, d'autres abandonnées, toutes des guerrières. Nous sommes devenues une sorte de famille improvisée. Nous partagions plus que de simples points de couture. Nous partagions nos douleurs, nos peurs, nos petites réussites. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comprise, écoutée, et il ne fallut pas longtemps avant que cet atelier ne se transforme en quelque chose de plus significatif. Avec ce que je gagnais en vendant des tortillas, j'ai acheté des tissus abordables et commencé à fabriquer des serviettes brodées, puis des sacs, puis des housses de coussins. Je vendais sur le marché le week-end. Bien qu'au début je ne gagnais que juste ce qu'il fallait, voir que quelque chose fait de mes propres mains plaisait à quelqu'un me remplissait d'une joie que je croyais perdue. Mes enfants ont remarqué le changement. « Maman, tu as l'air différente », me disait Claire. Et oui, il y avait un changement, peut-être plus fatiguée physiquement, mais avec un éclat dans les yeux qui ne s'était pas montré depuis des années. Avec le temps, j'ai réussi à économiser un peu, assez pour réparer le toit qui nous avait tant causé de problèmes. Ensuite, j'ai peint la façade de la maison avec l'aide d'Étienne et Gabriel. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, cela signifiait reconstruire ma vie brique par brique. Chaque modification de la maison représentait un message. « Nous sommes ici, tu ne nous as pas abattus. » Le plus beau, c'était de voir mes enfants commencer à s'épanouir aussi. Marianne a commencé à m'aider avec les ventes. Elle a appris à coudre mieux que moi. Étienne a trouvé un travail dans un garage de vulcanisation. Claire a reçu une bourse pour continuer ses études. Gabriel a arrêté de se battre à l'école et est devenu plus calme. Didier a commencé à rire à nouveau.
Nous avons commencé à célébrer les anniversaires avec un gâteau, même modeste. À chanter ensemble le soir, à regarder des films à la télévision prêtés par Madame Mimi. C'étaient des choses simples, mais pour nous, cela représentait un monde. Et au milieu de tout cela, quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais imaginé. Un après-midi, alors que j'étais au marché, un homme plus âgé, bien habillé et éduqué s'est approché de moi. Il m'a demandé une housse pour un coussin et a commencé à discuter avec moi. Il s'appelait Ernest, un veuf. J'avais une petite papeterie dans le quartier voisin. Avec le temps, nous avons commencé à nous voir plus souvent, d'abord comme des clients, puis comme des connaissances, et ensuite comme quelque chose de plus. Il n'y avait rien de romantique entre nous, et peut-être que ça ne le sera jamais. Cependant, sa compagnie m'a rappelé que j'étais plus qu'une mère abandonnée, que je pouvais encore rire, parler et profiter d'une promenade sans me sentir coupable. Elle m'a redonné le sentiment d'être une femme, et c'était un cadeau que je n'attendais pas. Durant cette période, je me suis également rendu compte que je n'avais plus besoin de Marc. Il ne me manquait pas, je ne le détestais pas, il avait simplement cessé d'avoir une place dans ma vie. Alors, juste au moment où je pensais que la vie me rendait enfin quelque chose qu'elle m'avait pris, il est revenu, frappant à la porte, sale, malade, avec des yeux qui demandaient pardon. Et même si mon cœur a été touché, je n'étais plus la même Alice qu'avant. Je n'étais plus la femme brisée qui cherchait des réponses. J'étais une version plus forte, plus complète, avec des cicatrices, oui, mais ferme. Et maintenant, je faisais face à une nouvelle décision, une que je ne prendrais pas dans la douleur ou le ressentiment, mais dans la paix qui m'avait coûté tant à atteindre. Je l'ai observé depuis la cuisine, assis sur une chaise en bois dans la pièce arrière. Il avait l'air diminué non seulement à cause de l'âge ou de la maladie, mais à cause de la culpabilité. Marc n'était plus l'homme aux épaules larges et au regard confiant qui me faisait rire avec ses plaisanteries. Il était un spectre de ce qu'il avait été. Son corps semblait fragile, ses mains tremblantes, sa voix à peine un murmure, mais ce qui me frappait le plus, c'était son silence. Ce silence parlait plus que n'importe quelle excuse. 3 jours avaient passé depuis que j'avais permis sa présence. 3 jours pleins de tension. Je ne l'avais dit à personne, même pas à mes enfants. J'assimilais la situation, luttant avec mes pensées, choisissant comment affronter les souvenirs sans me laisser consumer. Jusqu'à ce qu'un matin, je m'asseye à la table et le regarde dans les yeux. « J'ai besoin que tu parles, Marc, et que tu ne me trompes pas une fois de plus. » Sa voix tremblait, il baissa les yeux, puis les releva avec difficulté, comme si chaque mot qu'il allait prononcer pesait lourd. Rien de ce que je pourrais dire ne justifie ce que j'ai fait, Alice. Je sais juste que je n'ai pas eu le courage d'affronter ce que j'ai laissé derrière moi. J'ai été faible. J'ai croisé les bras. Je ne voulais pas de compassion, j'avais besoin de réponses. Pourquoi es-tu partie de cette manière? Pourquoi n'es-tu jamais revenu, même pas pour les enfants? Et il se frotta le visage avec les mains. Au début, je pensais que ce ne serait que pour quelques jours. J'avais besoin de fuir. J'étais fatiguée, perdue, frustrée de ne pas pouvoir leur offrir une vie meilleure. Je me sentais inutile, insignifiant. Puis, j'ai rencontré quelqu'un, une femme. Elle m'a promis une vie sans obligation, sans reproche. Et j'ai été faible, très faible. J'ai ressenti une douleur au cœur, des années de souffrance résumées en cette phrase. Et les enfants, Marc, as-tu pensé à eux pendant que tu étais avec cette femme, en commençant une nouvelle vie? Oui, répondit-il, laissant des larmes couler sur ses joues, jour après jour. Mais chaque jour, il devenait de plus en plus compliqué de revenir. La honte, la peur de ta réaction. Je me suis convaincue qu'il valait mieux ne pas les déranger, que vous seriez mieux sans moi. Ce n'était pas vrai, lui affirmai-je avec détermination. Tes enfants ont grandi avec une blessure que personne n'a pu guérir. Ils sont devenus des hommes et des femmes avec des cicatrices que tu n'imagines pas, et j'ai donné mon âme pour compenser ton absence. Marc est resté silencieux. Les larmes coulaient sur son visage.
Un instant, j'ai ressenti la tentation de le plaindre, mais je me forçais à me souvenir, non par ressentiment, mais par respect pour mon histoire, pour la femme que j'étais. Je lui ai dit que ce soir, nous aurions une conversation avec les enfants, qu'ils méritaient de connaître la vérité, qu'ils devraient les regarder dans les yeux et faire face à ce qu'il avait fait. Cet après-midi, je les ai tous appelés. Étienne a été le premier à arriver, toujours si protecteur, puis Claire, sérieuse mais affectueuse. Gabriel, avec son regard curieux, Marianne, la plus sensible, et Didier, mon petit Didier, déjà devenu un homme, avec son âme encore en cours de reconstruction. Quand Marc entra dans la pièce, tout le monde resta perplexe. Au début, personne ne dit un mot. Le silence était un couteau tranchant dans l'air. « Papa » murmura Marianne. « Ne lui dis pas ça » intervint Étienne, les poings serrés. « Cet homme n'est pas notre père. » Marc s'est agenouillé, littéralement à genoux devant eux. « Je ne demande pas votre pardon, je veux juste vous dire que je vous aime, que je vous ai toujours aimé. Même si j'ai été un lâche, je ne veux pas me justifier. J'avais juste besoin de vous voir, de savoir que vous allez bien, de mourir en paix en sachant que je vous ai vu une fois de plus. » Les mots « mourir en paix » tombèrent comme un seau d'eau glacée. Marc leur a confié qu'il souffrait d'un cancer à un stade avancé, qu'il ne lui restait que quelques mois, qu'il était arrivé sans argent, sans famille, sans foyer, qu'il ne cherchait rien, juste à clore le cycle. Mes enfants ont réagi de différentes manières. Claire a pleuré en silence. Gabriel a quitté la pièce sans dire un mot. Marianne l'a étreint en tremblant. Étienne l'a insulté. Didier s'est assis face à lui et a dit « Je ne me souviens pas de toi, mais je sais que tu m'as manqué. » J'observais tout cela sans intervenir. Ce n'était plus mon moment, c'était le leur, c'était aussi leur histoire. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Marc m'a demandé s'il pouvait rester jusqu'à ce qu'il trouve où aller. Je lui ai répondu qu'il pouvait rester dans la chambre du fond comme il l'avait fait jusqu'à présent, mais qu'il ne devait rien attendre de plus de ma part. « Merci, Alice, » m'a-t-il dit, « de me laisser entrer, même si je ne le mérite pas. » Et moi, j'ai répondu d'une voix douce mais décidée. « Je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi, parce que je ne veux plus porter ce ressentiment, parce que je mérite la paix et après tout, mes enfants méritent de dire adieu à cette histoire avec dignité. » Je l'ai laissé seul dans sa chambre sombre pendant que je retournais à mon lit, me sentant plus légère de cœur que depuis de nombreuses années. Les semaines qui ont suivi nos retrouvailles ont été comme marcher sur un fil. Marc restait dans la chambre du fond. Il sortait rarement, ne demandait rien. Il mangeait ce que je laissais à la porte. Il remerciait à voix basse et retournait à son silence. Mes enfants venaient me voir plus souvent, mais évitaient de le croiser. L'atmosphère était tendue, comme si nous attendions tous que quelque chose se produise. Et cela s'est produit. C'est Gabriel qui a trouvé la boîte. Elle était dans le vieux placard de la chambre de Marc. Il l'a découverte par accident pendant qu'il m'aidait à sortir des couvertures. « Puis-je ouvrir ça ?» m'a-t-il demandé avec ce mélange de méfiance et de curiosité qui l'a toujours caractérisé depuis qu'il est petit. J'ai hoché la tête sans imaginer ce qu'il y avait à l'intérieur. À l'intérieur de la boîte, il y avait des papiers, des enveloppes, des photos, beaucoup d'entre elles avec des dates anciennes, couvertes de poussière, mais bien conservées. Parmi elles, il y avait des lettres, des dizaines de lettres, toutes adressées à moi et à mes enfants, que Marc avait écrites au fil des ans, certaines avec une écriture tremblante, d'autres clairement tachées de larmes, des lettres qui n'ont jamais été envoyées. Gabriel les a lues en silence, puis me les a remises sans prononcer un mot. Cette nuit-là, je me suis assise à la table et je les ai toutes lues, une par une. La première ère de 3 mois après son départ. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai fait. Je sais seulement que je me déteste chaque jour de les avoir abandonnés. Dans une autre, elle me racontait qu'elle avait essayé de revenir, mais qu'elle n'avait pas eu le courage. Je les voyais de loin, toi en train de laver le linge, les enfants jouant. Ça m'a brisé de l'intérieur. J'ai senti que je ne méritais pas cette place et je suis simplement partie.
Les plus dures étaient celles adressées aux enfants. À Didier, j'ai envoyé un message disant « Je sais que tu n'as pas de souvenir de moi, mon fils, mais je veux que tu saches que quand tu étais un bébé, je m'endormais en t'embrassant, que ton rire était mon plus grand réconfort et que le fait de ne pas pouvoir t'accompagner dans ta croissance a été la plus dure des peines. Puis j'ai précisé « Tu as toujours été ma lumière ». Je me souviens comment tu m'enlaçais les jambes en me demandant de ne pas partir travailler et j'ai échoué à ce moment-là, ma fille. J'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis des années. Pas pour lui, mais pour moi, pour toutes les choses que ces mots n'ont pas pu guérir, pour les étreintes qui n'ont jamais eu lieu, pour les anniversaires solitaires, pour les décisions que j'ai prises dans la solitude pendant que ces lettres restaient cachées. Le lendemain, j'ai convoqué mes enfants, je leur ai montré la boîte et leur ai remis à chacun ses lettres. Pendant un bon moment, rien ne s'est fait entendre, à peine le froissement du papier et les sanglots qui émergeaient. Étienne a éclaté en larmes, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis son enfance. Marianne s'est couverte la bouche avec la main. Didier tenait sa lettre comme un trésor. À cet instant, tout a changé. Nous avons compris que bien que Marc ait été absent, il n'avait pas pu échapper au poids de sa culpabilité, que ce n'était pas une excuse ni une rédemption, mais une réalité. Et cette réalité avait le pouvoir de fermer des blessures, pas de les effacer, mais de nous permettre de respirer avec moins de fardeau. Quelques jours plus tard, Marc m'a demandé de l'accompagner à un rendez-vous médical. Le cancer avançait rapidement. Le docteur lui avait prédit des semaines, peut-être un mois, et lui, pour la première fois, voulait affronter sa fin avec dignité. J'ai été surprise d'accepter, non pas pour lui, mais pour moi, parce que je ne voulais pas qu'il parte comme un spectre. Je désirais que mes enfants, s'ils le voulaient, aient l'opportunité de voir cet homme fragile, humain et repentant, et de prendre leurs propres décisions sur le pardon. Un à un, ils ont commencé à s'approcher. Étienne s'est assis pour parler avec lui un après-midi, échangeant des mots sur le football, comme s'ils étaient deux inconnus avec un intérêt commun. Marianne m'a remis un dessin qu'elle avait fait étant enfant et qu'elle avait gardé toutes ces années. Gabriel lui a posé des questions sur sa vie, elle l'a regardé avec dureté, mais l'a écouté. Et aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas de moi dont il s'agissait. Marc a fait ses choix en se basant sur sa propre ombre, tandis que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais, qui était de l'amour, de la force et du courage. J'ai élevé 5 enfants seuls. Je leur ai offert le meilleur de moi-même, même dans les moments où je n'avais rien pour moi. Je leur ai appris à se battre, à être sincères et à apprécier l'effort. Je n'ai pas profité de luxe ni de vacances, mais chacun d'eux est la preuve vivante que je n'ai pas échoué. J'ai été mère et père, garde et guide, un exemple et un refuge. Le retour de Marc a remué beaucoup de choses en moi. Il m'a confronté à mon histoire, mes peurs et ma fierté, mais il m'a aussi offert quelque chose d'inattendu, une opportunité de lâcher prise. Parce que le pardon n'est pas un cadeau que l'on fait à autrui, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Je n'ai pas pardonné à Marc parce qu'il le méritait. Je l'ai pardonné parce que je ne voulais plus porter ce poids sur mes épaules, parce que j'avais besoin de créer de l'espace dans mon âme pour d'autres choses. La sérénité, la gratitude, le bonheur de voir mes petits-enfants courir dans le jardin sans les chaînes de blessures anciennes. J'ai aussi appris à observer mes enfants avec un nouveau regard. J'ai vu en eux non seulement ce qu'ils avaient perdu, mais aussi ce qu'ils avaient acquis, la capacité d'aimer, de guérir et de se reconstruire. Dans Étienne, j'ai perçu une noblesse forgée au milieu de la colère. Dans Claire, une sensibilité qui ne naît que de ceux qui ont souffert. Dans Gabriel, un désir de justice. Dans Marianne, une douceur qui est restée intacte malgré tout. Et dans Didier, la tendresse de celui qui a décidé de ne pas reproduire l'histoire. Maintenant, je sais que chacun a suivi son propre chemin vers le pardon. Certains l'ont trouvé, d'autres le cherchent encore, et c'est bien.
Il n'existe pas qu'une seule façon de guérir. L'essentiel est de ne pas rester coincé dans la douleur. Marc est parti quelques semaines plus tard. Il est mort dans son lit, en silence, sans grands adieux, mais il n'est pas mort seul. Didier était à ses côtés. Et bien qu'il n'y ait pas eu de réconciliation parfaite ni d'étreinte dramatique, il y avait quelque chose de plus précieux, l'humanité, la compassion et la paix. Après sa mort, j'ai rassemblé ses affaires. Et aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas une affaire qui me concernait. Marc a pris ses décisions dans sa propre obscurité, tandis que j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Et ce que j'avais, c'était de l'amour, de la force et du courage. J'ai élevé seul 5 enfants, leur offrant le meilleur de moi-même, même dans les moments où je n'avais rien pour moi. Je leur ai appris à se battre, à être sincères et à apprécier l'effort. Bien que je manquais de luxe et de vacances, chacun d'eux témoigne que je n'ai pas échoué, que j'ai été mère et père, guide et protecteur, exemple et refuge. L'arrivée de Marc a bouleversé beaucoup de choses en moi. C'est devenu un défi face à mon passé, mes peurs, ma fierté, mais en même temps, cela m'a offert quelque chose d'imprévu, l'opportunité de lâcher prise. Car le pardon n'est pas un cadeau destiné à l'autre, mais un don que nous nous faisons à nous-mêmes. Je n'ai pas pardonné à Marc parce qu'il le méritait. Je l'ai fait parce que je ne voulais plus porter son poids sur mes épaules, parce que je souhaitais ouvrir de l'espace dans mon âme pour de nouvelles expériences. Je voulais la paix, la gratitude et la joie de voir mes petits-enfants jouer dans le jardin sans le fardeau de vieilles blessures. J'ai également appris à contempler mes enfants sous un nouveau jour. En eux, j'ai vu non seulement ce qu'ils avaient perdu, mais ce qu'ils avaient gagné, la capacité d'aimer, de guérir et de se redéfinir. J'ai reconnu en Étienne une noblesse forgée au milieu de la colère. En Claire, une sensibilité qui n'émerge que dans l'après-souffrance. En Gabriel, une soif de justice. En Marianne, une douceur qui a perduré malgré les adversités, et en Didier, la tendresse de quelqu'un qui a décidé de ne pas reproduire le cycle. Maintenant, je reconnais que chacun a trouvé son propre chemin vers le pardon. Certains l'ont trouvé, d'autres le cherchent encore, et c'est correct. Il n'y a pas qu'une seule façon de guérir. L'essentiel est de ne pas rester ancré dans la douleur. Marc est parti quelques semaines plus tard. Il est décédé dans son lit en silence, sans grands adieux, mais il n'est pas parti seul. Didier était à ses côtés. Et bien qu'il n'y ait pas eu de réconciliation parfaite, ni d'étreinte dramatique, il y a eu quelque chose d'encore plus précieux. Humanité, compassion et paix. Après son décès, j'ai rassemblé ses affaires. J'ai trouvé plus de lettres que je n'avais jamais reçues, mais je n'ai plus ressenti l'urgence de les lire, car pour moi, ce chapitre était clos. Il a fait partie de mon récit, mais il n'était pas la totalité de ma vie. Mon histoire est beaucoup plus vaste. Je suis Alice, femme, mère, battante, survivante, et, à la fin de ce voyage, libre. Aujourd'hui, je me retrouve sur le même banc devant chez moi, celui que tant de fois j'ai occupé en attendant quelque chose qui n'est jamais arrivé. La lumière du soleil se dépose doucement sur le pavé. Les enfants du quartier jouent et rient insouciamment, et moi je respire simplement, je respire calmement. Ça fait des mois que Marc est parti pour toujours. Il n'y a pas eu d'enterrement fréquenté, ni d'hommage, ni de fleurs ostentatoires, juste une croix simple et quelques mots exprimés avec respect. Mes enfants ont décidé de ne pas parler de lui à voix haute, mais chacun, à sa façon, a trouvé sa propre manière de faire le deuil. Parfois, je repense à Marc comme à une tempête violente, destructrice, mais aussi comme à une partie irremplaçable du cycle de la vie. Sans le vouloir, il m'a enseigné la leçon la plus dure et la plus puissante. On peut tout perdre et pourtant continuer à avancer. L'abandon ne définit pas celui qui est laissé, mais ce qui nous détruit nous dénude aussi. Je continue de vivre dans la même maison. Nous collaborons tous pour l'améliorer. Nous avons peint les murs, planté des fleurs, accroché des photos des petits-enfants. Là où il y avait des fissures, il y a maintenant de la couleur.
Là où il y avait du silence, la musique résonne maintenant, parce qu'au final, la vie trouve toujours un moyen de se réintroduire. Mes petits-enfants jouent dans le jardin et parfois me demandent si leur grand-père était bon ou mauvais. Je leur offre la seule réponse que je peux partager avec sincérité. C'était un homme. Il a commis des erreurs comme tout le monde, mais il nous a aussi laissé de précieuses leçons. Ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Il n'est pas nécessaire de porter ce qui ne nous fait plus mal. Pour ma part, j'ai fait les paix avec la femme que j'étais. La jeune amoureuse, la mère solitaire, la travailleuse acharnée, la femme brisée, la femme reconstruite. Toutes coexistent en moi et chacune a eu son heure. Maintenant je suis juste Alice, celle qui rit avec ses petits-enfants, celle qui aime broder des serviettes pour le plaisir, celle qui savoure son café lentement, celle qui marche jusqu'à l'église le dimanche sans poids sur le cœur. J'ai pardonné à Marc. Oui, mais pas pour lui, pour moi. Parce que j'ai appris qu'il ne s'agit pas de justifier l'injustifiable, mais de choisir de ne pas vivre attaché au passé, parce que je mérite la paix, parce que je ne veux plus lutter avec les fantômes. Et si toi qui écoutes cela fais face à un abandon, une trahison, une perte, permets-moi de te dire quelque chose que j'aurais aimé entendre il y a de nombreuses années. Tu n'es pas seul et tu n'es pas brisé. Tu es simplement en train d'apprendre à revivre. Parce que l'amour, même s'il fait mal, ne te définit pas. Ce qui te définit vraiment, c'est comment tu te relèves, comment tu continues, comment tu choisis de ne pas abandonner. Et ça, ma fille, c'est le plus brave qu'une femme puisse faire. Je suis Alice. C'est mon histoire et aujourd'hui, je peux enfin la partager avec l'âme tranquille. Je suis en paix.